Nós vamos abrir esse trabalho com Patrick Valas. Et nous Oui. allons ouvrir les discussions avec Patrick Vallas. Ele é psicanalista em Paris, ele é o autor de inúmeros livros, tem vários livros traduzidos em português, em espanhol. Il est psychanalyste à Paris. Il est aussi l'auteur de plusieurs livres. Plusieurs de ses ouvrages ont été traduits en portugais ou en espagnol. Ele está fazendo Viver, um site maravilhoso que para mim e para nós uma referência. Il a créé et il organise un site internet merveilleux qui est pour nous tous une référence. E a gente tem essa gravação da terceira, dessa palestra de Lacan, e graças a Patrick Varas. Et nous avons aujourd'hui cet enregistrement de la conférence de la troisième de Lacan grâce à Patrick Vallas. Então, com uma certa emoção e um grande prazer que eu vou dar a fala para ele. Donc c'est avec une certaine émotion et un grand plaisir que je vais lui passer la parole. Voilà, c'est à vous, Patrick. Alors c'est à moi. Alors écoutez, moi je vous dis, je suis très content d'avoir été contacté comme ça pour venir intervenir. Surtout que la troisième, c'est mon fétiche à moi. Hein. Oui. J'ai eu la chance de pouvoir l'enregistrer à l'époque en présence de Lacan. Bon, c'est simplement, voilà, j'ai eu cette chance-là et ben, je suis content que vous soyez intéressé par ce texte qui est peu étudié chez les psychanalystes. Tout à fait. Eu estou muito feliz de ter sido convidado para participar dessa discussão, sobretudo porque a terceira de Lacan é minha conferência predileta e eu tenho tido a sorte de estar presente e de poder ter gravado essa conferência que fala de um tema pouco conhecido da obra de Lacan, então eu queria agradecer a oportunidade. Alors c'est à moi? Oui, c'est à vous. Bon, alors, Lacan nous dit qu'il enseigne en position d'analysant. Donc, prenons-le en analyse, hein, puisqu'il le dit comme ça. Il dit pas moyen de me suivre sans passer par mes signifiants. C'est ce que dit l'analysant à son analyste. O Lacan nos diz que ele ensina enquanto analisante. Então, vamos tomar ele como uma análise. Ele explica que é impossível me seguir sem seguir os significantes. É exatamente o que o analisante fala para o analista. C'est à moi? On va s'habituer petit à petit. Hein. Alors, que vous ayez l'expérience comme analyste ou que vous ne l'avez pas, ben pour ceux qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore analystes et qui vont le devenir, ben ils n'ont qu'à faire de Lacan leur premier analysant. Então, que você tenha ou não experiência como analista, as pessoas que ainda estão para se tornar analista, eu sugiro que faz do Lacan o seu primeiro analisante. Donc, si vous voulez, écoutez-le, lisez-le, et puis rendez compte de ce que vous avez entendu, et on verra si on a tous le même analysant. Então, sugiro que escutem o Lacan, leiam o Lacan e tirem conclusões do que vocês vão ouvir e vamos ver se nós temos o mesmo analisante. Alors, la troisième, elle tient son titre de ce que Lacan vient parler à Rome quand il est en difficulté avec son école. A terceira, o título da terceira, ele se explica pelo tema que o Lacan vem discutir em Roma, em um momento em que ele está em dificuldade com sua própria escola. Alors, la première fois qu'il vient à Rome, il est en difficulté avec l'IPA. Il reproche aux gens de l'IPA et à sa société analytique de traiter les futurs analystes comme des étudiants ou comme des élèves.
Et ça, il trouve que c'est pas normal. Et il démissionne de la No momento, SPP. Anos antes da terceira, a primeira vez que ele vai em Roma, ele já está em dificuldade com a IPA, a instituição criada por Freud. Donc la première fois qu'il vient, c'est en 1953, où il veut rappeler aux analystes que la psychanalyse se déploie dans le champ du langage par le moyen de la parole. então, a primeira vez que ele vai em Roma, em 1953, ele quer relembrar aos analistas que a psicanálise ela se desenvolve no campo da linguagem pelo viés da palavra. Pour lui, les psychanalystes de l'international sont en fait des gens qui traitent les symptômes ou le sujet par des méthodes de comportementalisme, en croyant qu'en leur expliquant leurs symptômes, ils vont guérir. Segundo ele, os psicanalistas da Internacional são pessoas que tratam os sintomas e os sujeitos por um viés comportamentalista, como se eles explicassem para os sujeitos os seus sintomas, eles iriam curar. Donc, il rappelle la première fois à Rome, fonction de la parole dans le champ du langage. C'est la première venue à Rome, 1953. Então, em 1953, nessa primeira ida a Roma, ele relembra para seu público a função da palavra no campo da linguagem. La seconde fois, il retourne à Rome parce qu'il est en difficulté. En 1967, il a fait une proposition pour comprendre comment on devient psychanalyste et pourquoi. Segunda vez que ele volta para Roma, em 1967, é um momento onde ele ainda está encontrando dificuldade e ele faz uma proposta de discutir como a gente se torna psicanalista e por quê. Alors, la question, c'est que il considère qu'il y a un terme logique à la psychanalyse qui est un fait de structure. C'est-à-dire il y a un changement radical de la position du sujet par rapport à la structure de son inconscient. Ele considera que tem um termo lógico da psicanálise que é um fato de estrutura, uma mudança da posição do sujeito em relação à estrutura do seu inconsciente. Et alors là, curieusement, il rejoint Freud, et je m'étonne qu'on n'en parle pas du tout. Freud, il a expliqué que son refoulement originaire, qui n'est jamais levé, justement, dans la fin de la cure, il y a un petit bouger de la structure. Et c'est ce que Lacan va pointer comme étant la passe. Ele, nesse ponto, curiosamente, ele vai ao encontro do Freud, e eu acho curioso que não tem mais pessoas que têm apontado esse aspecto. Ele vai ao encontro de Freud, que também fala que, em seu recalque, tem, no momento da conclusão da cura, tem um deslocamento da estrutura, uma mudança da estrutura, e é isso que o Lacan denomina passe. Donc, en 67, Lacan propose sa fameuse procédure de la passe, então, qui est d'une simplicité enfantine, qui est très simple. Em 1967, o Lacan sugere o procedimento, né, o seu procedimento da passe, que é de uma simplicidade muito, muito grande. L'analysant, là, qu'on appelle le passant, il est en train de passer quelque chose pour lui, et c'est un moment bizarre, et son entourage a très bien perçu qu'il était devenu bavard, et si on l'écoute, on pense qu'il raconte des blagues. O analisante que faz a passe, ele se torna um passante, e ele entra num momento onde ele começa a falar muito, a se tornar muito, muito falador, e as pessoas próximas dele podem até acreditar que ele está
fazendo piada, ou então que ele ficou louco. Alors, on lui propose d'aller parler à ce qu'on appelle deux passeurs. Deux passeurs, ce sont des gens que leurs propres analystes ont repérés comme étant dans ce moment-là. C'est pas très clair, mais ils pensent qu'ils sont comme ça. Donc, pour Lacan et pour ses analystes, ils pensent que ces gens-là vont être capables d'entendre les choses bizarres et les blagues que raconte ce monsieur qui dit qu'il est passant. Então, o Lacan, ele identifica o papel de dois personagens, que vão ser os passadores, que vão acompanhar esse processo do passe, perdão, e que vão saber interpretar as palavras, as falas desse analisante em processo de passe. Donc, chacun des passeurs, bien entendu, entend quelque chose d'un peu différent de l'autre. Il y a un petit écart. C'est pour ça qu'il y a deux passeurs. Il y a un petit écart entre les deux. Et on se rend compte qu'en effet, chacun témoigne que le passant leur a raconté une blague. Mais pas la même, pas tout à fait la même. E cada desses passadores vai escutar uma coisa diferente. É por isso que é importante haver dois passadores. E cada vai se tornar testemunho que o passante contou a ele uma piada, mas não exatamente a mesma piada. Et donc, ces passeurs vont aller devant le jury d'agrément pour raconter ce qu'ils ont entendu. Alors, le problème, c'est que les gens qui ont été nommés par Lacan au jury d'agrément, c'est des gens qui n'avaient, dans son école, jamais repéré ce moment de la passe. Donc, c'est du nouveau pour eux. E esses passadores, posteriormente, eles vão em frente à banca de agrimento para testemunhar do que eles ouviram. Só que esses passadores são escolhidos por Lacan, são pessoas que ainda não acompanharam o processo de passe. Então, é uma experiência totalmente nova para eles. Eux, ce qu'ils constatent, c'est qu'ils s'aperçoivent que, par exemple, ce qu'on a entendu du passant, ce qui se rapporte, c'est qu'il n'est pas guéri. Il n'est pas guéri. Mais seulement, il n'est pas guéri de son symptôme, mais en même temps, au lieu d'en souffrir en silence, il est absolument incompréhensible, mais c'est très rigoureux, sans concession, et que donc ce qu'il raconte au jury, ça les fait éclater de rire. E dos elementos que esses passadores vão testemunhar, vão evidenciar, é o fato que o paciente não está curado, ele não está curado, mas ele não está sofrendo mais do seu sintoma, ele está falando para a banca alguma coisa que vão fazer as pessoas rirem. Alors Lacan insiste beaucoup là-dessus. Plus c'est amusant, plus c'est de la psychanalyse. E o Lacan insiste muito nesse aspecto. O mais essa fala é engraçada, o mais isso é psicanálise. Et alors il parle de ça en disant que finalement ce sont des saints, quoi. En gros, ils aiment bien rire. C'est vrai que si on va dans des couvents en Chine, ils rigolent beaucoup, les moines chinois, hein, beaucoup. Alors, c'est la seule façon, dit Lacan, que plus on est à rire et plus on a une chance de sortir du capitalisme. Parce que si c'est pour sortir tout seul du capitalisme, ça vaut pas le coup. Ça changera rien. O Lacan faz essa comparação desse passante engraçado, que ele apresenta como um santo ou como um monge, né? Ele fala que quando a gente vai nos conventos na China, os monges são, de fato, segundo ele, muito engraçados, e ele sublinha esse aspecto que o mais seremos pessoas a rirem, o mais conseguiremos sair do capitalismo, porque se for para rir sozinho, se for para sair sozinho, não vai adiantar, não vai mudar nada. Alors, ce qu'a fait la cure, quand même, c'est que le sujet a repéré les amarres de son être dans la chaîne signifiante. Et qu'il n'y en a pas deux comme lui. Il est tout seul, les autres sont tous différents. On est tous différents les uns des autres. On est des épars, des assortis.
Esse passante vai descobrir na cura, ele vai identificar as amarras do seu ser e ele vai ver que somos todos différents, que ele est singular. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, grâce à la parole, il y a le fameux don qui est le premier lien social que peuvent avoir les hommes entre eux. Il y a le don, il y a la soumission et il y a la grâce à la parole. Voilà ce que donne comme rapport au sujet l'usage de la parole dans un contexte comme ça et même ailleurs. Quand vous vous mettez à parler, c'est ça que vous faites. Vous tissez du lien social. E graças à palavra, ele identifica que existe um dom e um processo de submissão também. É isso que se faz através da palavra. A palavra, ela permite tecer o vínculo social. Bon, et ça, hein, on ne le doit pas à Prajapati ni au bon Dieu. On le doit, en général, à ses parents, plutôt à ses grands-parents d'ailleurs, et d'une certaine façon, par cette voie, vous faites une reconquête de votre propre voix comme parole et vous entrez dans le domaine de la joie. E isso aí não vem de nenhum poder divino, geralmente vem dos pais, primeiramente, e da voz. Há uma conquista da voz pelo sujeito, você entra na sua própria voz e você se afirma. E chega a um estado de alegria. Donc, effectivement, vous avez une joie de vivre. La vie vous est quand même devenue amie, d'une certaine façon. Et après tout, vous vous dites que bon, ben, la mort, on ne sait pas ce que c'est, quoi. C'est du chiquet. La mort, on la connaît que parce que quelqu'un qu'on connaît est mort. C'est douloureux, mais c'est quand même du chiquet. On ne sait pas ce que c'est que la mort. Donc, en général, les hommes, ils ont plutôt peur de la mort, plutôt peur de la vie que de la mort. Hein, donc, c'est pour ça que Lacan parle du désir comme un désir de mort, le désir indestructible. C'est ça le truc, hein. C'est-à-dire comme ça, les hommes voudraient bien que ça se finisse. C'est trop dur, la vie. Donc, ils ont plus peur de la vie que de la mort. Et la cure change la chose. Então, nesse processo, você encontra uma alegria de viver, a vida se torna amiga, e finalmente a morte se torna alguma coisa longe. Nós não sabemos o que é a morte, né? Nós ouvimos falar da morte porque conhecemos pessoas que morreram, mas finalmente os homens passam a ter mais medo da vida do que da morte. É isso que o Lacan chama de desejo indestrutível. O homem passa a ter mais medo da vida do que da morte. Au fond, ce qu'on découvre dans la cure, et c'est un terme de Freud, mais transmis par Lacan, que le désir de l'homme, il est indestructible, toujours le même, du début jusqu'à la fin. Hein, c'est pas pour ça qu'on a un destin, mais on a une destinée parce qu'on peut faire des choix. Alors ça, il faut jamais céder sur son désir, c'est pas un commandement, c'est un conseil. Tem ali, então, essa expressão de desejo indestrutível, é um termo de Freud que o Lacan retoma, que o desejo do homem, do ser humano, é indestrutível. Então, nós não temos um destino que está escrito, mas nós temos um destino que está construído porque podemos fazer escolhas. Alors, le désir indestructible, c'est Lacan qui utilise le terme de désir dans la dernière phrase de l'interprétation des rêves. Freud, il parle du Wunsch, d'un souhait, mais Lacan traduit ça par désir, et il s'inspire de Spinoza, qui est le seul philosophe qu'il n'a jamais critiqué, qui dit que le désir, c'est l'essence de l'homme. On est au cœur de la chose. Donc finalement, Lacan a introduit ce terme de désir que Freud lui-même a dit indestructible dans l'interprétation des rêves. Hein? E o Lacan, ele tira esse termo da obra do Freud, da última parte da interpretação dos sonhos, onde o Freud fala usa o termo alemão Wunsch, que a gente poderia traduzir como votos, mas o Lacan traduziu como desejo, e ele então formou esse conceito de desejo indestrutível,
se inspirando do Spinoza, que é o único filósofo que ele nunca criticou, para construire essa ideia de desejo indestrutível. Alors, Rome 74, c'est la troisième fois qu'il vient à Rome. Il vient à Rome justement parce qu'il a des difficultés avec son école. Et il pensait lire, comme il dit, il pensait lire les 66 pages qu'il avait eu la connerie d'écrire pour nous, spécialement pour nous. Il ne va pas le lire, il va parler à Rome, à la place de lire. Au départ, il était parti pour lire, il le dit. Ce texte de 66 pages, on ne sait pas ce qu'il est devenu. On ne l'a jamais eu en main, on ne sait pas où il est. Em 1974, a terceira vez que ele vai a Roma, por isso que chama a terceira, novamente porque ele tem dificuldade com a sua escola psicanalítica, e o Lacan vai lá inicialmente pensando ler. Ele pensa ler as 60 páginas que ele teve a besteira de escrever para o público, né? Ele mesmo fala isso, ele fala no início que ele pensou em ler, mas finalmente ele não vai ler, ele vai falar. Ele vai optar por falar, e esse texto de 60 páginas, nós não tivemos acesso a ele. Donc, il va parler pour montrer, non pas démontrer, pour montrer ce qui est impossible à dire et à écrire, soit le réel, mais qu'il faut bien pouvoir cerner. Então, ele vai falar para mostrar e não para demonstrar o que não pode ser lido, que é o real, e que precisa ser, em algum momento, fechado. Alors, pour le prouver, il va pas loin, hein. Il va parler du ronron du chat. Il prend le chat, c'est le ronron du chat, et il dit que ça peut peut-être venir du larynx, puisque tous les gens, tous les savants qui parlent de la parole, c'est parce qu'on a un larynx qui est différent de celui des animaux. Donc il dit ça vient peut-être du larynx, mais c'est de tout le corps, le ronron du chat, jouissance du chat, hein. Voilà, ça, le premier exemple, c'est le chat. E o primeiro exemplo que ele vai utilizar para falar desse real, ele não vai ir muito longe, ele vai falar do barulho de garganta que os gatos fazem quando eles se sentem bem. Ele vai tentar analisar esse barulho e vai usar isso como primeiro exemplo, o gozo do gato. Deuxième exemple, il prend celui du hérisson. Il ramasse dans le jardin un hérisson qui se met en boule, comme ça, et qui plisse ses fronts, ses sourcils, en gros. Il dit, on pense avec les possiers du front. E o segundo exemplo que ele vai tomar, que ele vai utilizar, é o ouriço. Ele pega o exemplo do ouriço, que para se defender se encolhe como uma bola com seus espinhos para fora, e isso é o segundo exemplo que ele usa. Ele fala, nós, humanos, nós pensamos com as dobras da nossa testa, né? Reflexo de defesa. Et alors, effectivement, il met le hérisson dans sa poche, et puis le hérisson pisse. Et donc, vous savez très bien que dans l'orgasme, il peut arriver qu'on pisse. Et l'orgasme, pour Freud, il le dit, c'est le plus grand bonheur qu'un être humain peut espérer obtenir sur Terre. Então, ele pega o ouriço, ele coloca em seu bolso, e aí o ouriço urina. E você sabe muito bem que no momento do gozo é possível também urinar. E o Freud dizia que o gozo é o maior prazer, o maior momento de felicidade que um ser humano pode pensar em encontrar sobre a Terra. Donc, et puis troisième occurrence qu'il a, c'est qu'il propose de penser avec les pieds. Mais attention, il ne dit pas comme un pied, hein, il ne dit pas comme les pieds. Penser avec les pieds. Et il prend comme exemple Kant. E terceiro exemplo que ele vai dar, a terceira ideia que ele vai trazer, ele vai sugerir pensar com os pés. Ele não fala pensar como um pé, como pés, mas pensar com os pés. E aí ele vai dar como exemplo Kant. Bon, alors, Kant, vous savez, il était connu pour se promener dans la campagne, et les paysans du coin le savaient, ils passaient tous les jours à la même heure au même endroit. Donc les paysans n'avaient plus besoin d'écouter les horloges de l'église, ils savaient que quand passait, ils avaient l'heure exacte. O Immanuel Kant, ele era, talvez você saiba, ele era famoso
por passear. Ele gostava de passear, ele passeava no campo e ele passava sempre no mesmo horário, nos mesmos lugares. Então, os camponeses que estavam ali trabalhando não precisavam mais ouvir o sino da igreja para saber da hora, eles sabiam que eles podiam saber a hora exata, apenas ver a hora em que o Kant passava na frente deles. Donc Lacan exit Kant en disant qu'il avait des théories, des analyses logiques complètement délirantes. Il exile, il le fout dehors, il s'en fout complètement. Freud aussi était pareil. Freud, il disait que l'impératif catégorique de Kant, c'était pas la source de l'éthique, c'était son fameux surmoi à lui, qui est le contraire d'une éthique, justement. Hein? E o Lacan, ele vai expulsar Kant, exilar Kant, ele vai jogar fora o pensamento dele, dizendo que ele tinha elucubrações teóricas meio delirantes, e nesse aspecto ele faz igual o Freud. O Freud também criticava o Kant, ele dizia a base do pensamento do Kant, segundo Freud, não era uma construção ética, mas era o seu próprio sobre-eu. Voyez, là, je suis en train d'essayer de vous faire passer comment il aborde le réel, qui est impossible à dire et à écrire dans tous ces exemples-là. C'est ça qu'il est en train de faire à son séminaire, à Rome. Alors, il parle des poètes. Bon, il dit que les poètes, c'est surtout Platon qui disait ça, les poètes ne l'intéressaient pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Só corrigindo o último termo sobre o Kant, o Freud dizia que o Kant se baseava no seu superego, que baseava a obra dele no seu superego. E então eu estou apenas falando desses exemplos, os exemplos que o Lacan vai tentar usar para falar o que não pode ser descrito, que é o real, e aí ele vai usar outro elemento na apresentação dele, qui sont os poètes. Alors, ce que fait Lacan avec ça, lui, il n'a pas le même point de vue que Freud que Platon. Il s'intéresse aux poètes, mais spécialement à l'écriture poétique chinoise. E o Lacan, ele se interessa à poesia, e mais especificamente à escritura poética chinesa. Então, ele não vai tomar as mesmas referências poéticas que Platon. Alors, il est connu que les poètes chinois ne lisent pas leurs poèmes, mais ils le chantent. Et c'est dans les modulations de leur voix que ça prend un sens différent ou un autre. On sait très bien qu'un petit texte chinois peut être lu en fonction des modulations qu'on a de la voix, prendre un sens différent. Chez nous aussi, c'est un peu comme ça. Hein? Mais voilà. E os poetas chineses são famosos pelo fato que eles não leem seus poemas, mas eles cantam. E as modulações das vozes, das suas vozes, vai dar um sentido diferente ao texto e à poesia. Então, um pequeno texto chinês, a gente sabe que ele pode ter um sentido diferente, segundo a forma como a voz do leitor vai se modular na hora da leitura. Nós temos também um processo um pouco semelhante com a nossa própria escrita. Et alors l'analysant, justement, il commence à connaître son analyste, parce qu'il vient sur le divan, mais il perçoit même un peu à son insu à quel moment l'analyse va intervenir. Donc il va y avoir des modulations de la voix pour l'analysant qui vont indiquer à l'analyste que là, quelque chose de réel est en train de se passer, puisqu'il y a une équivoque qui peut se produire. Et c'est là que porte l'intervention de l'analyste. C'est compréhensible? E o analista, ele observa o seu analisante e ele vai identificar em quais momentos a cura pode acontecer, pode intervir, a partir das modulações da voz. A partir das modulações da voz do analisante, ele vai conseguir identificar os pontos em que a cura pode acontecer. Bon, de toute façon, on développera ça dans le débat. Et alors Lacan, justement, il va prendre ce qu'il a appelé le nœud borroméen, qui lui est venu comme une bague au doigt. Hein, il l'explique comme ça. C'est venu plusieurs années avant, le nœud borroméen, mais il ne l'avait pas encore exploré. Il va prendre ça, et puis il va nous faire une monstration de ce que pourrait être le réel, qui n'est pas une démonstration.
E a gente vai desenvolver um pouco mais sobre esses aspectos no debate depois, mas o Lacan, então, ele vai usar a imagem do nó borromeano, que apareceu, que veio a ele exatamente como um anel em seu dedo, né? Ele usa essa imagem, que o nó borromeano surgiu como um anel que ele enfiou no seu dedo. Ele vai usar essa imagem para descrever, para fazer uma mostração, e não uma démonstration, uma mostração do que é o real. Alors c'est une réponse que Lacan fait à Wittgenstein, qui embarrassait Freud, parce que Wittgenstein disait que ce qu'on ne peut pas dire, ben, il faut le taire. Et Lacan répond non, ce qu'on ne peut pas dire, on peut le montrer. Comme le font les enfants. Si vous observez un tout petit enfant, quand il ne peut pas dire un truc, il le montre. Il regarde, il remonte. Il montre à ses parents ce qu'il est en train de regarder. Ou bien si vous suivez son regard, vous savez que l'enfant, il est en train de regarder quelque chose. Et si vous êtes attentif, d'important dans ce qu'il voudrait pouvoir dire, mais qu'il ne peut pas dire parce qu'il n'a pas les mots. C'est comme ça que ça procède d'une façon générale. E nesse aspecto, o Lacan, ele faz uma resposta a Wittgenstein. O Wittgenstein falava que o que nós não podemos falar, nós falamos, nós não expressamos.